Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Bienvenue à toutes et à tous. Assementou, bonsoir. Bonsoir cher Tidiane, bonsoir chers téléspectateurs. C'est parti pour les titres de cette édition. Le Sénégal épinglé dans le rapport 2014 d'Amnesty International pour le respect des droits humains. Meurtre, impunité, torture, une situation peu réluisante selon l'Organisation des droits de l'homme. Les réactions se succèdent après les attaques de Maître Abdoulaye Wade contre le président Sall. Dernière en date, celle de Serigne Modou Kara Mbacké. Le guide religieux, leader du mouvement Karaï Karim, appelle au calme et demande aux deux hommes d'enterrer la hache de guerre. Plan Sénégal émergent, 1 an déjà depuis que ce projet d'envergure a été officialisé avec un financement à hauteur de 34%. Le projet suit son cours normal. Économistes, politiques et population décryptent le PSE dans ce journal. Plus de peur que de mal, 10 blessés dans un accident de la route qui a fait 10 blessés donc sur la route de Ouakam. Un car, un Ndiaga et un taxi sont entrés en collusion. Et puis à suivre en fin d'édition, le dossier politique du mercredi qui s'intéresse aujourd'hui au parti de gauche éternel faiseur de roi. Une situation qui doit changer selon certains d'entre eux. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite, le développement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La situation des droits de l'homme au Sénégal peu réluisante selon le rapport 2014 d'Amnesty International. Le Sénégal a fait peu d'efforts dans ce sens alors qu'il a ratifié de nombreux traités pour mettre un terme aux restrictions des libertés dans le rapport de l'organisation des meurtres, des cas de torture et de l'impunité qui encourage et réconforte certains groupes. Compte rendu de cette rencontre, Mambiram Diouf. Le tableau est sombre. La violation des droits humains va crescendo. Le Sénégal n'est pas épargné et loin d'être un bon élève, il doit encore fournir de nombreux efforts pour faire partie des pays modèles. Nous avons documenté au moins 3 civils qui sont morts du fait des membres des forces de sécurité. Le cas d'Antoine Robert Sambou à Pointe-Saint-Georges en Casamance, le cas de Bambo d'Anfaha à Diabougou dans les zones minières et le cas également d'Ibrahima Samb à Mbaké. Et nous avons surtout déploré un fait nouveau que nous avons commencé à documenter. C'est la violence contre les élèves, policiers, les élèves, gendarmes et les militaires en formation dans les écoles. Autre point soulevé, les atteintes à la liberté de réunion et de manifestation. Ces interdictions non fondées constituent la principale cause de troubles à l'ordre public au Sénégal selon Amnesty International. Suffisant pour faire réagir son directeur pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il me semble aujourd'hui, il faut faire en sorte que les gens puissent franchement manifester de la façon la plus libre et en même temps demander aux gens qui manifestent de le faire de façon pacifique et de respecter les lois et les règlements. Cependant, le Sénégal marque quelques points dans ce combat. Que le tableau n'est pas que noir. L'État du Sénégal a fait des efforts. La construction d'une nouvelle prison à Sébikotane va permettre de fermer Rebeuss, qui est un scandale. Rebeuss, c'est un scandale aujourd'hui. Nous saluons également la réforme judiciaire qui crée des chambres criminelles permanentes. Des initiatives qui annoncent d'heureux auspices pour une année 2015 moins sombre en matière de respect des droits humains. Mambiram Diouf, attaque d'Abdoulaye Wade contre Macky Sall. Cheikh Modou Kara appelle à la compréhension. Le guide religieux Stumben estime qu'il faut amener les deux hommes à enterrer la hache de guerre. Pour rappel, c'est devant une délégation de Karaï Karim, un mouvement qu'il dirige, qu'Abdoulaye Wade avait tenu ses propos jugés offensants à l'encontre de Macky Sall. Serigne Modou Kara Mbacké a fait face à la presse cet après-midi. Compte rendu signé Adama Gueye et Ibrahima Kane. Après la sortie hostile de Maître Wade contre le chef de l'État, Serigne Modou Kara dit regretter les propos du pape du Sopi. Toutefois, le guide religieux appelle à la compréhension, dit-il, du vieux. Les propos tenus par Maître Wade ont choqué plus d'un, mais pour comprendre Maître Wade, il faut tenir compte de son âge et le contexte dans lequel il s'est prononcé. Cela va permettre de faire la part des choses pour situer la vérité. La crise entre Macky Sall et Maître Abdoulaye Wade naît de l'affaire Karim Wade s'enlise au fil des jours. Pour Serigne Modou Kara, cette situation n'augure pas des lendemains meilleurs pour le pays. À ses yeux, c'est au chef de l'État de calmer le jeu. Macky Sall devrait faire la sourde oreille sur les propos de Maître Wade pour apaiser la tension. Si j'étais Macky Sall, je conduirais ma voiture jusqu'au domicile de Maître Abdoulaye Wade, rien que pour la paix. Macky peut mettre fin à cette situation s'il le souhaite.
sans tenir compte de la Constitution, encore moins de la justice, parce que c'est lui le chef de l'exécutif. Serigne Modou Kara se dit convaincu qu'il est possible d'amener le chef de l'État et son prédécesseur à enterrer la hache de guerre. Il dit agir sur initiative personnelle. Ibrahima Kane, merci. À semaine, ces accusations d'Abdoulaye Wade qualifiant Macky Sall de descendant d'esclaves, entre autres, a provoqué un tollé dans l'espace public sénégalais. Des propos démagogiques indignes d'une république avec un seul objectif, l'ostentation et aussi l'instabilité du pays. Propos de sociologues recueillis par Maïmouna Ndiaye. L'attaque verbale de Maître Abdoulaye Wade à l'encontre du président Macky Sall est purement subjective pour le sociologue Adio Tandian. Ces propos n'ont pas de place dans la République. Mais Maître Wade étant un fin joueur en politique, il sait que quand il tient de tels propos, ça peut faire tache d'huile dans la société parce que ces considérations raciales et ethniques n'est-ce pas, donc sont toujours en vigueur dans la société. Revisiter le passé s'appuie sur certaines considérations pour détruire l'adversaire. Le plan de riposte de Wade est bien tracé. Quand Wade fait référence à ces considérations, c'est parce qu'il voudrait peut-être mettre en mal, n'est-ce pas, donc salir la lignée de l'actuel chef de l'État. Et je sais que ces propos, c'est en droite ligne quand même de son combat politique quand il a dit qu'il a une entreprise de destruction de Macky et de sa famille. La politique par l'injure, un phénomène nouveau, symbole d'absence de programme et de vision. La personnalité des hommes politiques, leur profil, leur discours varie en fonction de, n'est-ce pas, de l'état d'exigence de la population. Si ce personnel n'est pas exigeant, n'est-ce pas? Et si les foyers religieux qui sont là n'ont aucun autre rapport avec les gouvernants que des rapports de subalternes, ouais, donc les hommes politiques ont la latitude, ont la propension quand même de rabaisser le niveau des débats, donc au niveau des caniveaux. Révolte ou appel au soulèvement populaire, le sociologue pense qu'il n'est point important de mettre la pression. L'essentiel est de respecter la division du travail social. Avis d'une certaine classe politique, Abdoulaye Wade est un vieux qui a joué et qui a perdu la raison. À la coalition Benno Bokk Yakaar, on soutient qu'Abdoulaye Wade a perdu le Nord. Par contre, le Parti démocratique sénégalais ont fait bloc derrière le pape du Sopi. Un sujet signé Salimata Aw et Mohamed Dian. L'ancien président du Sénégal s'en est vertement pris à son successeur Macky Sall. Des propos qui indignent la classe politique. Zator Mbaye de la coalition Benno Bokk Yakaar assimile Wade à un vieux conteur d'histoire. Ça nous rappelle des histoires que nous racontaient nos grands-pères qui ont l'âge d'Abdoulaye Wade. Vu sous cet angle, c'est quand même marrant. Mais l'autre lecture quand même qui est assez inquiétante, c'est que pour un ancien chef d'État qui connaît les rouages et les arcanes de l'État, se prononcer de la sorte à l'endroit de celui qui incarne aujourd'hui l'État au plus haut niveau est quand même déplorable. Hassan Ba du PDS estime que ces propos de Wade engagent tout le PDS et cela n'enlève en rien l'estime des Sénégalais envers le pape du Sopi. Ce que le président Wade, secrétaire général national du PDS, a énoncé hier au cours d'une émission engage totalement et entièrement l'ensemble des responsables et militants du Parti démocratique sénégalais. L'estime des Sénégalais, Wade est porté dans le cœur de tous les Sénégalais. Je ne pense pas véritablement qu'une simple déclaration, en fait, qui transcende beaucoup de questions, puisse remettre en cause cette sympathie que les Sénégalais ont de lui. Karim Wade en prison, Wade le digère mal, selon le progressiste. Mais pour le libéral, c'est très normal. Le président Wade en est arrivé à une conclusion qui fait aujourd'hui que la justice est ligotée et que le droit ne sera pas dit au niveau de cette institution. On a comme l'impression que dans ce pays qui s'appelle le Sénégal, il n'y a qu'un seul détenu qui s'appelle Karim Wade. Alors que justement, nos prisons sont remplies de personnes qui ont juste eu à voler un poulet souvent, qui se retrouvent en prison, mais qu'à cela ne tienne, on n'a qu'à ouvrir donc toutes les prisons pour que tout le monde puisse sortir. Les déclarations de Wade ont surpris plus d'un, surtout les politiques. Certains d'entre eux pensent qu'il a touché un point sensible et c'est regrettable.
Salimata Osek, merci à Soubentoub. Des propos d'Abdoulaye Wade décriés également par des Sénégalais. Cher Tidiane, des propos indignes d'un ancien chef d'État pour Abdoulaye Wade s'agitent uniquement pour la libération de son fils Codé Ndiaye Adama Gueye. Les propos déplacés de l'ancien chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, à l'endroit de Macky Sall a surpris plus d'un. Ces Sénégalais rencontrés se disent indignés et condamnent cette sortie du pape Bissopi. Un vieux de son âge qui a été président et aujourd'hui ancien président n'a rien à faire que de tenir de tels propos. C'est vraiment dommage. Je ne crois pas à ces sorcelleries. Je condamne ces propos. Un ancien président tenir un tel langage, c'est trop vilain à mon avis. C'est trop, mais je le comprends. C'est un père meurtri par l'arrestation de son fils. En fait, un sage ne doit pas parler ainsi. Un homme de son âge doit se garder de tenir des propos outrageux. Pour certains, ces agissements de l'ancien chef de l'État n'ont qu'une seule motivation, la libération de son fils Karim Wade. C'est sous le coup de la colère. Je le comprends. Il agit sous le coup de la colère, dans la mesure où son fils est dans les liens de la détention. Vraiment, je le comprends. C'est pas normal. De l'avis de ce jeune homme, l'État doit prendre ses mesures si Abdoulaye Wade continue à persister dans ses attaques. S'il continue à tenir ses propos, l'État doit prendre ses mesures, car nous sommes dans un pays organisé. Les Sénégalais rencontrés ont condamné à l'unanimité la sortie du pape Bissopi. Certains pensent que Wade n'arrive pas à digérer l'arrestation de son fils, ce qui justifie les attaques répétées contre le président Sall. Codé Ndiaye, merci. Direction Sédhiou à présent. Sédhiou qui a accueilli hier le conseil interministériel et aujourd'hui c'était au tour du conseil des ministres de s'y tenir. Justement, nous avons en ligne Lamine Ba, correspondant de la RFM sur place. Lamine, bonsoir. Bonsoir, Tidiane Diao. Alors, Lamine, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce conseil des ministres? Voilà, cher Tidiane, merci. Comme vous l'avez dit, le conseil des ministres s'est achevé donc cet après-midi au niveau de Sédhiou. Donc, de grandes décisions ont été annoncées par le chef de l'État, puis détaillées par le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. Donc, la première mesure qui sera prise selon le Premier ministre Abdallah Dionne, c'est la construction du pont de Marsassoum à hauteur de 13 milliards. Ce projet entre dans le cadre du désenclavement de la région, a-t-il annoncé. Également, Sédhiou va avoir son PSE volet aquaculture à l'image de ce qu'on a vu à Ziguinchor avec le PSE touristique. Sédhiou va mettre l'accent sur l'aquaculture pour sortir, donc pour relancer son économie, a dit le Premier ministre. La santé aura aussi sa part, Chatigan, avec l'affectation de 10 médecins et la construction d'un hôpital régional pour 9 milliards. Autre mesure, l'électrification rurale de 222 villages qui seront raccordés au réseau électrique. La construction et la réfection de forages sont aussi prévues dans cette enveloppe. Dans l'éducation, le gouvernement compte mettre l'accent sur l'éradication des abris provisoires avec la livraison de 18 établissements moyens secondaires avant décembre 2016. Il est prévu aussi le démarrage des travaux de construction du stade communal de Sédhiou le mois prochain pour 200 millions, a annoncé Mohamed Dionne, en attendant le stade régional dont les études techniques sont en cours pour 1,5 milliard. Et puis un vaste programme de réhabilitation des vallées envahies par le sel et le sable donc est aussi prévu pour inscrire Sédhiou dans le programme d'autosuffisance en riz des populations. L'emploi et la construction des édifices devant abriter les services administratifs est aussi inscrit dans cette enveloppe, a annoncé le Premier ministre Mohamed Dionne, cher Tidiane. Voilà, merci Lamine Ba. Justement, ce Bentoub, nous parlons du plan Sénégal émergent. Un an après son lancement, 34% du financement ont été mobilisés. L'autoroute Thiès-Touba, la cité de l'émergence et le pôle urbain de Diamniadio en cours de réalisation. 3 premiers projets, cher Tidiane, confiés aux étrangers. Pour Ibrahim Sen, il faut privilégier le secteur privé national. Autre proposition de l'économiste, la révision des 17 réformes inscrites dans le PSE, notamment celles foncières et celles concernant le code du travail pour éviter toute polémique. Fatima Taba, Djibi Diallo.
Autoroute à péage Thiès-Touba, cité de l'émergence, pôle urbain de Diamniadio, entre autres projets du plan Sénégal émergent. Un an après le lancement officiel de ce programme, 1275 milliards de francs CFA sont mobilisés. Un bon élan selon Ibrahim Sen. Pour le partenariat public-privé, il y a déjà des débuts d'engagement. Parce que 34% des besoins, selon le ministre de l'économie et des finances, ont été engrangés. Pour l'intervention du privé, ce que nous voyons, c'est sur les logements sociaux. Il y a le projet exécuté par les Marocains. Et sur les infrastructures routières, il y a le projet Thiès-Touba exécuté par les Chinois. Les projets en cours de réalisation sont tous confiés aux étrangers. L'économiste souhaite l'implication du secteur privé national. Le privé étranger, on voit, il bouge. Le privé national n'a pas encore d'opportunité. Et je suis d'avis qu'il faut que le gouvernement trouve les voies et moyens pour mieux impliquer le privé national. Le PSE ne se limite pas qu'aux infrastructures. C'est également 17 réformes, dont 2 d'une importance capitale. C'est la réforme foncière et la réforme du Code du travail. Ces 2 réformes nécessitent de larges concertations pour que les décisions qui doivent être prises là-bas soient acceptables. Ce n'est pas parce qu'on va avoir des investissements que les gens acceptent n'importe quelle réforme du foncier, n'importe quelle réforme du Code du travail. Pour l'heure, difficile de faire un bilan du PSE puisque le programme est en cours d'exécution. Le gouvernement entend mobiliser davantage de fonds pour le long terme. Plan Sénégal émergent toujours, les politiques diagnostiquent les axes du PSE. Oui, un plan qui n'augure rien de bon pour Farba Senghor du Parti démocratique sénégalais. Tout le contraire pour la mouvance présidentielle qui voit le PSE comme un projet ambitieux pour le Sénégal. C'est un sujet signé Kodé Ndiaye et Adama Gueye. Un an après son lancement, le plan Sénégal émergent suscite encore des réactions. Sa réalisation et sa mise en œuvre diversement appréciées par ces acteurs de la classe politique sénégalaise. Le plan Sénégal émergent n'est rien d'autre qu'un leurre. Mais je le dis sincèrement, vraiment sans aucune pensée politique. Le plan Sénégal émergent est un programme qui est conçu à l'extérieur du Sénégal par des cabinets étrangers au détriment de l'expertise nationale, de la fonction publique qui est faite pour ça. Pour résumer, le plan Sénégal émergent, ce n'est rien d'autre que plus de santé, plus d'éducation, plus d'infrastructures et un meilleur pouvoir d'achat pour les Sénégalais. Et aujourd'hui, nous voyons qu'on a des débuts de réalisation. Nous avons des infrastructures, l'autoroute Ila Touba qui est en lancement. Nous avons aujourd'hui la construction de 2 nouvelles grandes universités dans notre pays. Pour Farba Senghor, le financement de ce plan stratégique pose problème avec la situation politique actuelle qui prévaut au Sénégal. Il y a une tromperie générale. Après 3 ans de pouvoir, il commence à poser des pierres et ensuite à inaugurer des infrastructures qui ont été déjà soit programmées, soit entamées par l'ancien régime. Pour que les investissements arrivent, il faut d'abord une paix sociale, une stabilité politique. Et on entre dans une zone de turbulence. Le député Zator Mbaye pense tout autrement. Il souligne que le plan Sénégal émergent sera réalisé dans la plus grande transparence. Même si ces entreprises étrangères sont attributaires de ces marchés, le plus gros de ces entreprises est formé de Sénégalais. De Sénégalais, la main-d'œuvre locale est fortement, je devrais dire, utilisée dans le cadre de la réalisation de ces différents projets. Et il faut saluer, en tout cas, toutes les réformes qui ont une vocation réglementaire pour encadrer justement la bonne gouvernance. Prévu pour l'horizon 2035, le plan Sénégal émergent a posé ses premiers jalons avec le lancement de certains travaux tels que l'autoroute Ila Touba. Toutefois, sa concrétisation suscite toujours des appréciations diverses dans la classe politique sénégalaise.
Kodé le PSE vu par les Sénégalais comme un processus qui met du temps à se réaliser. Normal pour beaucoup d'entre eux car c'est un long processus, alors il faut du temps pour sa réalisation. Problème de temps ou juste de belles promesses? Réponse avec Pape Cheikh Diack, Thierno Laurent Mendy. Si je devais définir le plan Sénégal émergent, je dirais que c'est un projet du président Macky Sall pour développer le Sénégal. Ça consiste à amener le Sénégal dans le domaine de la modernité. Il y a un piège dans le plan émergent, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que dans ce plan, les gens soient victimes des mots. Vous vous souvenez, à un moment donné, on disait des pays sous-développés. Puis on a dit des pays en voie de développement. Puis on a dit des pays en développement. Et maintenant, on parle de pays émergents. Le piège, c'est quand on s'arrête juste à des plans standards développés par d'autres qui nous sont imposés. Je n'ai pas encore vu de réalisation, juste j'ai vu des plans, des projets. En fait, quand vous parlez d'émergence, vous parlez d'un processus. Ce ne sont pas des choses visibles instantanément et immédiatement. Quand on parle d'émergence, ça veut dire qu'il y a une vision. On quitte une étape et on cherche à aller vers des étapes supérieures. Donc l'émergence en tant que telle, après 1 an, n'est-ce pas, d'exécution de ce plan émergent, on ne peut pas en voir immédiatement les retombées. Nous voyons quand même des infrastructures qui sont en train d'être construites et qui peuvent présager que s'il y a de la cohérence, s'il y a une démarche autocentrée et qui prenne véritablement en compte les besoins des Sénégalais, il peut y avoir une émergence. Grève générale du grand cadre des enseignants et du QSEMS, le mouvement suivi dans 2 établissements visités par nos reporters. Au lycée Blaise Diagne et celui de Ouakam, seule une minorité d'enseignants a fait cours. C'est le cas de Daouda Gueye, un professeur qui a décidé de tourner le dos au mouvement syndical. Il a rencontré nos reporters Aminata Maresso et Adam Gueye. C'est le vide total dans cette salle des professeurs du lycée Blaise Diagne de Dakar. Quelques notes indiquent les différents plans d'action des syndicats en grève. Ici, comme au lycée de Ouakam, les enseignants ont déserté les classes. Ça a vraiment impacté sur le déroulement des cours parce que présentement, sur pratiquement ce matin à 8 h, sur les 20 professeurs qui devaient être là, il n'y a que 6 professeurs qui ont fait cours. De 10 h à midi, sur les 18 professeurs, il y a 17 qui n'ont pas fait cours, il n'y a qu'un seul professeur qui a fait cours. Ce seul professeur à avoir fait cours, c'est celui-là, Daouda Gueye, enseignant en philosophie. Moi, jusque-là, je n'ai pas respecté le mot d'ordre parce que depuis le dernier congrès de mon syndicat, moi j'avais décidé de geler mes activités syndicales. C'est la raison pour laquelle rien, n'est-ce pas, donc ne m'oblige du point de vue syndical à suivre le mot d'ordre. Même s'il n'a pas observé le mot d'ordre de grève, Daouda Gueye adhère à la lutte de ses collègues enseignants. Ce document-là et la répartition des indemnités parmi les agents de l'État vient confirmer encore une fois le caractère légitime et fondé de leur grève. Et face à cette recrudescence des grèves, des élèves s'organisent pour ne pas subir les conséquences. On a manqué beaucoup de cours depuis lundi. C'est pour ça qu'on est obligé de venir de travailler en groupe. Pour l'instant, actuellement, bon, ces 2 jours de grève, cette semaine de grève-là, je ne suis pas inquiet par rapport au programme. Mais si ça perdure, ça peut avoir des répercussions sur le contenu qu'on doit donner aux élèves. Accident sur la route de Ouakam. La collision entre un car rapide et un taxi fait 10 blessés, parmi eux le chauffeur du car rapide, résultat d'une insouciance et d'une indiscipline dénoncée par les témoins. Aïssatou Paye Fall, Younous Diatta. Rond-point Cherbé Tchotchoun, les cars rapides font encore parler d'eux. Un choc brusque entre un taxi et un car rapide fait 10 blessés. Je roulais tranquillement et tout d'un coup, j'ai ressenti une forte secousse. J'ai un peu perdu le nord, mais heureusement que je m'en suis sorti indemne. Lorsque je me suis retourné, je n'ai plus vu le chauffeur. Nous avons été alertés à 17 h 29 et on est arrivé 6 minutes après à cause des embouteillages autres. Donc à l'arrivée, on a constaté qu'il y avait
10 blessés légers. Et à l'arrivée, on a évacué les 9 à bord de nos ambulances. Et un blessé a été évacué par l'ambulance du SAMU national. Se pose encore la question de l'indiscipline de certains chauffeurs. C'est la faute de l'apprenti. Ils ont un langage particulier. Ils voulaient qu'il roule à vive allure. Il a commencé à conduire vite et ensuite il cogne un taxi et finalement il a fini sa course sur ce mur. Ce n'est que de l'indiscipline, de l'impolitesse, de l'insouciance. C'est dans ce sens que certaines personnes appellent les autorités à sanctionner durement les coupables. J'appelle les autorités à prendre toutes leurs responsabilités. Ceci n'est pas normal. Les voitures n'ont pas de frein. Ils n'ont aucun papier. Ce conducteur aurait pu tuer plusieurs personnes. Il faut mettre en place le système de permis à points et punir ses chauffeurs. Malgré toutes les sensibilisations, les chocs se multiplient. Quelle attitude alors adopter face à cette multitude d'accidents sur les routes? Nous reparlons de droits de l'homme dans ce journal avec la communauté internationale invitée à l'action pour le respect des droits humains dans les zones de conflit comme le Nigeria. Réagir pour protéger les civils qui sont souvent victimes d'exactions de toutes sortes, surtout au Nigeria où le groupe armé Boko Haram règne en maître et élargit ses bases en Afrique. Nous écoutons Alioune Tine, il est le directeur d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il est avec Mambiram Diouf et Modou Diop. Face, bien sûr, à ces violations des droits humains, face à des actes dont on peut dire d'ailleurs qu'ils franchissent les limites de l'inhumain, que fait l'État du Nigeria? On l'a dit tout à l'heure. Nous avons une espèce d'effet de miroir, d'effet de réfraction, de reproduction des mêmes violations des droits humains par l'État du Nigeria, alors que l'État du Nigeria, quand même, a des obligations internationales en matière de droits de l'homme. Les crimes qui sont commis par les militaires, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de poursuite et sont impunis. Et ce sont des crimes contre l'humanité. La page des sports que nous démarrons avec du basketball. Le 12e Gaïndé sonne la mobilisation pour renverser la vapeur face au Mali. Issa Laye Diop et ses camarades donc ont pour slogan « Préparez-vous à bondir ». Ils appellent les joueurs à se transcender pour obtenir la qualification sur le terrain pour l'Afrobasket 2015. Pape Faraning et Younous Gata. Le 12e Gaïndé au service du 5 majeur. Pour arriver à ses fins, une forte mobilisation est annoncée avec l'opération « Préparez-vous à bondir » car impossible n'est pas sénégalais. Préparez-vous à bondir. Un slogan lancé par le 12e Gaïndé. La nation a besoin de ses fils. Le 12e Gaïndé sera là, répondre à l'appel. Mais aussi pour faire comprendre qu'au-delà de ce qui s'est passé à Bamako, il est important que tout le monde y mette du sien, parce qu'il est possible effectivement de venir à bout de cette équipe. Sachant que le gain est au bout de la persévérance, le 12e Gaïndé promet l'enfer aux Maliens. Il appelle les joueurs à mouiller le maillot. Il faut que les gosses là se rebiffent, qu'ils se remotivent. Ils n'ont pas besoin même de discours, je le regrette même, ils n'ont pas besoin. Vous savez, en matière de compétition, on joue d'abord pour soi-même. Donc on se motive soi-même avant qu'on vous motive. Nous leur demandons solennellement de montrer aux Maliens que nous sommes un grand pays de basket. Avec l'appui de toute la famille du basket, les supporters de l'UGB et de Dakar Université Club vont transformer les stadiums Marius Ndiaye en un chaudron. Le supporter est important dans ce genre de manifestation. La forte mobilisation de samedi fera en sorte que dès que les Maliens vont pénétrer dans le stadium qu'on a fait en 97, en finale contre le Nigeria ici, en championnat d'Afrique des Nations, on les a laminés. Pour venir à bout aux aigles de Mali, il faut les transcender, mais aussi il faut les galvaniser et les pousser à la qualification. C'est pourquoi le 12e Gaïndé a fait cet appel. Ils n'ont pas manqué de lancer un appel, surtout aux joueurs et aux autorités à se dépasser pour renverser la vapeur afin d'obtenir la qualification après la fin des 4 cartons.
Second tour du Prize Money au Tennis Club de Dakar, un tournoi qui se déroule depuis dimanche. 42 participants se partageront la somme de 2,5 millions de francs CFA. Pape Cheikh Diack, Adama Gueye. Malgré la faible affluence au Tennis Club de Dakar ce mardi, le second tour du Prize Money a vécu. Le Prize Money, un circuit de la Confédération africaine de tennis de 3 étapes. 42 participants ont pris part à celle de Dakar. Ils se partageront la somme de 2,5 millions. Le Prize Money est un tournoi qui est organisé par la Fédération internationale de tennis en liaison, en partenariat avec la Confédération africaine de tennis. Au point de vue mondial, il n'y a pas de points à gagner. Mais au point de vue africain, il y a un classement à améliorer. Fabrice Lebec, vainqueur du Malien Draman Bakayoko 2-7 à 1. 6-4, 5-7, 6-2, s'attend à des huitièmes de finale difficiles. Ça a été un match comme d'habitude, toujours serré. J'ai senti que mon adversaire commençait à lâcher un petit peu. À partir du moment où je l'ai breaké au troisième set, j'ai pris un ascendant psychologique. Là, ça a été très bien. Les adversaires sont largement plus expérimentés que moi dans le tableau, donc on verra, Inch'Allah. En dames, Seynabou Diop s'est qualifié en quart de finale en disposant facilement de Serena Nazan 2-7 à 0, 6-0, 6-1. Je jouais intelligemment, c'est tout. Je jouais bien sur son court droit parce que bon, elle a un peu de mal quand tu insistes sur son court droit, quoi. Elle a un peu de mal, oui. L'objectif c'est d'aller en finale et Inch'Allah, je pense que je vais aller en finale, Inch'Allah. À l'issue de ce second tour, 3 tennismen sénégalais seront sur le court pour les huitièmes de finale et 6 tenniswomen sénégalaises pour les demi-finales. La finale est prévue ce samedi 28 février à partir de 15 h au Tennis Club de Dakar. Football, à présent, nous parlons d'un phénomène récurrent en Ligue 1 sénégalaise. Il s'agit de l'instabilité sur les bancs de touche, des changements qui ne font pas toujours leur effet. Le choc psychologique tant espéré n'est pas toujours là. C'est un sujet signé à Mamadou Ndiaye et Younous Diatta. Il est plus facile de virer un entraîneur que 11 joueurs. Cette vérité cruelle du football est bien connue au Sénégal à tort ou à raison. On ne peut pas dire que les entraîneurs sont toujours fautifs, mais c'est le sport qui est ainsi fait. À chaque fois, le premier responsable d'un échec, c'est l'entraîneur. Parfois, on n'assiste même pas à un échec de l'entraîneur, mais la précipitation des clubs qui sont dans une certaine impatience qui les oblige parfois à limoger leurs entraîneurs. Il n'y a pas une statut, il n'y a rien pour les entraîneurs. On prend l'entraîneur, il vient, il fait 2 jours, on le renvoie et un autre est prêt à le remplacer. Je dis que ça aussi, c'est pas normal. Un entraîneur, c'est un projet. Bon, c'est pour 3 ans. Il faut que les gens commencent à laisser les entraîneurs travailler. Un résultat, c'est pas dans 3 ou 4 journées. C'est un championnat de 30 journées ou de 25 journées. Il peut être dernier en phase aller et être premier à la fin du championnat. L'objectif souvent recherché est de créer un choc psychologique chez les joueurs. Si on prend l'année dernière, Niary Tally était bon dernier après cette journée et a changé l'entraîneur, a amené Lamine Dieng. Lamine Dieng a réussi à ramener de la confiance et du beau jeu et Niary Tally a fini parmi les premiers. Casa Sport également pareil. Ils étaient avant-derniers, ils ont changé, Demba Ramata Ndiaye est revenu. Ça a marché. Ça ne marche pas tout le temps parce que si on regarde une équipe comme Yego avait changé, mais finalement elle a été reléguée. L'entraîneur, ce n'est pas seulement la connaissance tactique, c'est aussi un meneur d'hommes. Tout cela, il faut savoir faire un bon casting. Boukounta Cissé, Amara Traoré a acquis le tour pour quitter le banc de club de la Ligue 1. L'avenir nous le dira certainement. Le métier d'entraîneur est un métier ingrat, ce qui n'est pas près de changer. Dossier de la semaine, accession au pouvoir et alternance au Sénégal, les partis de gauche, tour de l'échiquier politique, toujours prêts à faire des rois. Oui, ces partis de gauche, Hastou Bentoub, ne veulent plus être des faiseurs de rois. Ils veulent apporter leur contribution dans les transformations sociales et cela devra forcément passer par un changement de discours. C'est un dossier signé Kodengaï et Adama Gueye. Après plusieurs tentatives de réunification, la gauche sénégalaise se retrouve enfin autour de la Confédération pour la démocratie et le socialisme. Avec cette nouvelle structure, l'espoir est né pour ces partis de gauche. La première fois, depuis au moins 20 ans, qu'un aussi grand nombre d'organisations de gauche se retrouvent
et décident de créer ensemble une confédération. C'est bien la première fois. Et qui ont organisé des assises en vue de la création de cette confédération. C'est bien la première fois. Donc j'ai espoir que cette fois-ci sera la bonne. Nous pensons que cette fois-ci, nous allons vraiment faire un pas important. Jusqu'où cette unification peut mener? Est-ce un rappel de troupes en vue des élections présidentielles de 2017? Le coordinateur de la Confédération précise. Pour le moment, cette question n'est pas une question à l'ordre du jour dans le processus de création de la Confédération. Alors, ce qui importe pour nous, n'est-ce pas, à l'heure actuelle, c'est de créer une force. Et cette force pourra, n'est-ce pas, si elle est assez puissante en 2017 ou en 2022 ou ailleurs, n'est-ce pas, conquérir le pouvoir. Tirer les leçons de la division, mettre fin à l'émiettement des partis de gauche, une condition sine qua non pour l'avenir des partisans de cette idéologie. La gauche n'était pas dans les conditions d'arriver qui? Il voulait bien conquérir le pouvoir démocratique, mais n'ayant pas les moyens. La gauche s'est constituée, n'est-ce pas, et la gauche s'est tout de suite dispersée. Que ce soit la gauche communiste ou nationaliste, cette gauche s'est dispersée dès le départ. Et lorsqu'on est dispersé, on n'est pas fort. La gauche avait des difficultés. Donc, et dernière chose, n'est-ce pas, la gauche s'est constituée d'une certaine manière et le langage qui était utilisé par la gauche n'était pas un langage adapté. De l'avis du journaliste Georges Nesta Diop, la gauche doit adopter un autre discours et revoir sa méthode de recrutement. Là aussi, ils seront obligés de se moderniser un peu. Si aujourd'hui, je me dis que voilà, moi je veux accéder au pouvoir, mais je vais le faire avec les listes, c'est-à-dire ne recruter que parmi les universitaires, parmi les, en fait, la high society, comme on dit. Mais il reste évident que vous ne pourrez pas conquérir, vous ne pouvez pas compétir avec des gens qui recrutent un peu partout, comme on le voit avec les autres partis politiques. L'unification de la gauche semble être un pari gagné pour ses leaders de parti. Avec cette nouvelle coalition, la gauche compte contribuer activement à la lutte pour les transformations sociales au Sénégal et en Afrique. Codé Ndiaye, merci, c'est la fin de ce journal à Subentube, merci. Merci beaucoup, cher Tidiane, merci à vous, au revoir. Voilà, prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en image. Mais tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec Pape Ndiaye dans Faram Fatih. Il a comme invité Doudou Wade. Excellente suite de programme, au revoir.